puis Renaud. Ah, je parle plus fort? Il y aura 3 interventions donc, de 20 minutes, avec d'abord Charles, puis ensuite Elodie, et ensuite Renaud. Et puis après, en fonction du temps qui nous restera, on aura un débat, je pense, d'à peu près 20 intervenants. 20 interventions, du coup, pour essayer de terminer vers 16h30. 16h30, pardon. Voilà, donc je donne la parole à Charles d'abord. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce plénier de fin de week-end. Moi je vais vous parler du coup sur la situation internationale. Donc moi je vais vous parler dans un programme, on va s'appuyer mais on va faire des efforts. Dans la situation internationale, en tant que marxiste, il y a des éléments qui sont indispensables à étudier si on veut comprendre tout ce qui se passe. Étant donné que la lutte des classes c'est avant tout une lutte. Encore? Ah ouais. Vous pouvez fermer la porte derrière s'il vous plaît, parce que comme ça va mieux résonner, je pense. Du coup, au niveau international, étant donné que la lutte des classes c'est avant tout une lutte pour le partage de la valeur et l'organisation de la production, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant de commencer ce topo par un petit tour des indicateurs, notamment économiques. Je ne vais pas faire un truc ultra technique, ne vous inquiétez pas, au niveau mondial, pour qu'on ait un petit peu une idée de l'état de la production capitaliste dans le monde. Donc quand on regarde où elle en est la croissance, ça va pas fort. Et c'est pas nouveau. Déjà, il y avait une crise en 2007-2008, comme tout le monde s'en souvient, qui avait engendré une récession sur une année, c'est-à-dire une croissance négative. Mais depuis, les capitalistes ils ont mis en place tout un tas de mécanismes pour essayer de repousser les conséquences de la crise, et ce qui fait que tout un tas de contradictions qu'il y avait dans l'économie sont encore présentes aujourd'hui. Donc pour être plus clair, la croissance mondiale actuellement elle est à 3%, ce qui est extrêmement faible comparé au taux de croissance qu'il y avait pendant le XXe siècle par exemple. Et quand on regarde les pays qui tirent la croissance vers le haut, la croissance mondiale, on se rend compte qu'eux aussi ils ont du mal. Notamment c'est la Chine qui elle représente 18% du PIB mondial en général, et la croissance de la Chine elle est passée sous la barre des 6%. Alors en France on pourrait dire 6% de croissance c'est énorme, mais pour la Chine qui est un petit peu l'usine du monde et du coup qui produisait énormément de biens, eh bien c'est un taux qui est historiquement faible, car c'est le plus faible depuis les années 90. Pour l'Inde, c'est un petit peu pareil, sauf que c'est depuis 2006, donc c'est quand même plus récent. Mais la croissance de l'Inde, elle représente 8% de la croissance mondiale. C'est pareil dans les économies, c'est encore pire dans les économies les plus avancées, comme celles du Nord économique, comme l'Europe, le Japon et les États-Unis. Le Japon, là, cette année, il était à 0,7 points de croissance. C'est-à-dire même pas de la vraie croissance, puisqu'on considère que tant qu'il n'y a pas au moins un point de croissance, en fait, c'est pas significatif, ça ne pourra pas permettre de relancer, d'assurer la croissance pour l'année prochaine. Au niveau de la production de la manufacture, donc de l'industrie concrètement, il y a une contraction de la production aussi et des échanges concernant l'industrie qui annonce une baisse importante de la croissance, voire une récession dans ce secteur-là. Aux États-Unis aussi particulièrement. D'ailleurs, le Dow Jones, qui est une bourse américaine, il a perdu 14% rien que la semaine dernière. C'est vraiment énorme du coup. Et ça peut s'expliquer aussi par le ralentissement de la croissance qui est lié alors soit à l'épidémie, soit à la crainte d'épidémie à propos du coronavirus. Puisqu'il y a mine de rien un ralentissement des échanges dans une situation qui est extrêmement tendue déjà économiquement, puisque les échanges avaient déjà une tendance à ralentir depuis un sacré bout de temps. Mais pourquoi la croissance est ralentie? C'est un petit peu la question qu'on peut se poser. Et en tant que marxiste, nous on explique ça par le fait que il faut qu'il y ait des innovations technologiques majeures qui permettent de faire remonter les taux de profit, comme par exemple l'invention de la machine à vapeur,
ça a permis de produire des marchandises beaucoup plus rapidement et du coup de faire remonter les taux de profit. Sauf que là, ça fait quand même des années qu'il n'y a pas eu d'innovation technologique majeure qui ont été converties dans l'industrie, puisqu'il y a du développement avec les nouvelles technologies et tout, mais en termes de rentabilité, en termes de grosses structures qui peuvent envoyer énormément en termes de production, on n'a pas vu ça. Voire même, on a peut-être eu un effet contraire un petit peu dans le sens où Internet, ça a facilité la communication et la circulation des marchandises, mais ça n'a pas fait baisser le coût de production. Et du coup, le taux de profit, il n'a pas vraiment augmenté avec Internet. Et c'est pour ça qu'il y a eu notamment il y a eu beaucoup de spéculation, puisque les gens ils s'attendaient, surtout les capitalistes, ils s'attendaient à ce que Internet ça rehausse la croissance. Et du coup, ils avaient investi énormément d'argent. Et au final, ça ne s'est pas transformé dans l'économie de manière concrète. Du coup, il y avait une différence entre ce que représentait l'argent investi sur Internet et la réalité de ce que ça rapporte économiquement. Ce qu'on appelle une bulle, quoi, concrètement, qui a explosé dans les années 2000. Mais là, je m'attarde un petit peu sur... oui, je vais revenir un petit peu sur ce qu'on appelle la baisse tendancielle du taux de profit. Alors ça, c'est un truc qui fait un petit peu peur, mais c'est très important à comprendre dans l'économie marxiste et c'est pas si compliqué que ça, dans le sens où, comme je le disais tout à l'heure, quand il n'y a pas d'innovation technologique majeure, les profits vont avoir tendance à baisser. Et pourquoi ? Parce que la première entreprise qui va trouver l'innovation, elle va avoir le monopole pendant un court instant sur sa nouvelle machine qui est super bien et qui permet de produire 4 fois plus vite. Sauf que, à cause ou grâce à la concurrence, les autres entreprises elles vont s'équiper progressivement de la même machine et du coup le taux de profit il va baisser mécaniquement puisque tout le monde produira aussi rapidement. Du coup il n'y aura plus d'avantage d'une entreprise sur une autre. Après ça, au pire, on pourra y revenir dans le débat si c'est pas clair. Cette baisse de la croissance dans le secteur industriel, elle amène à des mutations du marché du développement des forces productives et du marché, notamment à travers le développement des services du secteur tertiaire. Et là, quand on regarde à la fois la place qu'occupe l'économie tertiaire en termes d'emploi de travailleurs ou en termes de valeur ajoutée, on se rend compte que dans énormément de pays, et pas que des pays du nord économique, le tertiaire représente plus de la moitié de ce qui est produit, et parfois même jusqu'à 70, même presque 80% au Japon. 78% je crois. Du coup, on a vraiment un déplacement de l'activité aussi des prolétaires qui avant était majoritairement, à l'époque de Marx et jusque dans les années 80 à peu près, étaient majoritairement employés dans des usines et avaient pour fonction de fabriquer des produits, à une économie qui a besoin de travailleurs et de travailleuses, du coup d'autant plus de travailleuses puisque traditionnellement le travail de service et de care, c'est-à-dire de prendre soin de la population, sont réservés et assignés aux femmes. Et du coup, c'est assez intéressant de voir que ce développement de la tertiarisation de l'économie, il se fait en même temps que le développement d'une quatrième vague féministe au niveau mondial, comme on a pu voir dans pas mal de pays, du coup, puisque c'était au niveau mondial, mais notamment en Amérique du Sud, notamment en Espagne, en Suisse, en Belgique, un petit peu moins en France, même s'il y a eu MeToo aussi. Et du coup, ce qui est intéressant de constater, c'est que la visibilisation du travail qui avant était du travail de soins par exemple, qui avant était réservé à la sphère domestique puis à la sphère publique. Aujourd'hui, maintenant, il y a un marché du travail dans lequel du profit va être réalisé sur les activités de reproduction. Et du coup, ça crée des contradictions pour le capitalisme, parce que les activités de reproduction, elles sont censées être gratuites ou très peu chères, puisque c'est le socle de base sur lequel repose le développement de l'économie. Et du coup, en obligeant les gens à payer pour des services qui sont nécessaires à l'entretien de la force de travail dans de bonnes conditions, eh bien, les capitalistes ils créent une nouvelle contradiction
puisque si les gens n'ont plus accès aux services, à des services d'éducation ou de santé de qualité, et à moyen terme, je ne parle pas du jour au lendemain, mais à moyen terme, eh bien, ils vont être moins bien formés, du coup ils sont moins productifs pour les capitalistes, et pareil, s'ils ont des soins de plus mauvaise qualité, ils vont avoir plus d'arrêts maladie qui vont s'accumuler, et ça pareil pour les capitalistes, c'est pas non plus rentable. Mais eux ils pensent à court terme, leur objectif c'est de trouver un secteur dans lequel investir pour continuer à réaliser du profit. Et du coup, je trouvais que c'était important de montrer qu'il y a un lien entre le développement des forces productives et aussi les luttes politiques qui se déroulent dans le monde à chaque instant. Et ça permet de faire le lien notamment avec la question de la division internationale du travail, puisque on savait que dans le secteur de la production industrielle, il y avait une division du travail où il y a un morceau de la voiture par exemple qui est construit sur un continent et l'autre morceau sur un autre. Et au final, on se rend compte que dans le Caire, c'est pareil. Alors, yes. On se rend compte qu'il y a aussi des phénomènes de déplacement et de chaînes de guerre, des phénomènes de chaînes de guerre au niveau mondial. Alors là, le principe, c'est pas que le service, le fait de soigner quelqu'un, il est réalisé dans différents pays en même temps, puisqu'on ne va pas trimballer la personne âgée, par exemple, à l'autre bout du monde pour la soigner. Sauf les riches, ils peuvent faire ça à la limite. Mais l'idée, c'est que les femmes blanches qui ont accès de plus en plus au salariat et de plus en plus à des salaires qui leur permettent d'embaucher des femmes de ménage et des femmes pour s'occuper de leurs enfants, eh bien, elles vont embaucher des immigrés qui viennent par exemple des Philippines massivement pour la question des États-Unis ou qui viennent d'Indonésie pour la situation en Arabie Saoudite. Et ça, on voit des déplacements massifs de population et de travailleurs et de travailleuses en l'occurrence, à tel point qu'à Jakarta, qui est la capitale de l'Indonésie, il y a un terminal entier de l'aéroport qui est réservé aux allées et venues des travailleuses extérieures. Bon. Ouais. Bon. Quand on regarde également aussi la... Ouais, non, pardon, j'ai sauté cette partie pour gagner du temps, je vais vous épargner quelques chiffres. Oui. Sur la question de... Je vais revenir sur la question d'aliénation. Je trouve que la nouvelle vague féministe qu'il y a actuellement, elle met en avant énormément la question du travail émotionnel. Et ça, c'est un travail qui, de tout temps, enfin historiquement, a été totalement invisibilisé, c'était même considéré comme pas du travail. Très souvent, quand on discute, ce qui est valorisé, c'est le travail qui se voit, ou qui est physique, qui a un produit qui est bien visible et tout ça, qui est traditionnellement masculin, comme l'industrie et tout. Et sinon, le travail de care, il serait moins important ou il demanderait moins de compétences dans les représentations sociales. Et ce qui est intéressant, c'est que le développement du capitalisme, il est lui-même en train de valoriser le travail du care, puisque ça devient, comme je le disais tout à l'heure, le secteur dans lequel il est le plus possible d'investir pour se faire du profit, même si les taux de profit ils sont pas très élevés non plus. Et du coup, en mettant sur le devant de la scène et en embauchant la majorité des prolétaires dans ce secteur-là, les capitalistes, ils viennent reconnaître le fait que ça c'est un travail, que prendre soin des gens c'est un travail. Et du coup, le travail domestique est un travail. Et ça, c'est assez intéressant, puisque c'était décrit comme quelque chose de tout à fait normal à la base. Et sur la question de l'aliénation, Marx décrivait le travail comme la subordination de la volonté à la réalisation d'une tâche. En gros, voilà, je ne fais rien d'autre que la tâche que j'ai à accomplir. Et dans le travail du care et dans le travail émotionnel, très souvent, on a une subordination non seulement de nos actes, mais aussi même de l'expression de nos sentiments.
C'est-à-dire que le niveau de contrôle, il n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que même dans la manière dont on se présente aux autres, par exemple, que ce soit pour les tests d'accueil ou quoi, il faut sourire. Pour les infirmières, par exemple, il ne faut pas montrer d'expression de dégoût quand on soigne une plaie qui est sale ou quoi. Ouais, je vous voyais, j'ai dépassé un chouïa, mais je ne vais pas faire trop long non plus. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est que le travail émotionnel, il vient se poser sur la question de l'aliénation des sentiments et des émotions. Déjà qu'il y avait le produit du travail qui a tout le temps été aliéné sous le capitalisme, c'est-à-dire que l'ouvrier de l'industrie, il n'est pas propriétaire du produit qu'il est en train de fabriquer, il n'est pas non plus propriétaire de l'appareil de production, dans le sens où il ne va pas non plus avoir de pouvoir décisionnaire sur l'organisation de la production. Et du coup, il y avait déjà une aliénation sur ces aspects-là, sauf que là, on arrive en plus à une aliénation émotionnelle. Et pourquoi je parle de ça? Parce que c'est le point commun à l'ensemble des aliénations. C'est la définition de l'aliénation, c'est le fait de ne pas pouvoir contrôler notre action, en fait. Et du coup, le développement du capitalisme, à travers cette reconnaissance de l'aliénation et du travail du CAF, il vient fournir à l'ensemble des populations qui subissent une aliénation une compréhension de ce que c'est que les efforts, que la charge mentale quand on subit une discrimination. Que ce soit, là je parle du coup surtout des femmes, mais en réalité c'est valable pour l'ensemble des catégories discriminées, puisque de fait quand tu es discriminé dans une société, il y a tout un tas de choses que tu vas devoir anticiper et restreindre, même au niveau de la manière de se présenter, de la manière d'être, qui est ultra important dans les catégorisations sociales. Et du coup, je ne sais pas si j'arrive à expliquer bien les choses, puis on pourra en rediscuter dans le débat. Mais pour moi, il y a vraiment une dimension très universelle à l'aliénation des sentiments et qui permet de comprendre l'aliénation de l'ensemble des rapports sociaux, y compris au sein du capitalisme en général. Bon, je vais accélérer puisque je ne suis pas du tout dans les temps. Il y a un autre phénomène aussi au niveau mondial, donc je parlais de la crise, je parlais de la 4e vague féministe. Mais il y a aussi une vague islamophobe qui est très forte en ce moment, puisque l'année dernière, en 2019, en Chine, il y a eu, c'est pas que depuis l'année dernière, mais il y a eu la reconnaissance officielle par l'État chinois de l'existence de camps de concentration pour Ouïghours, qui sont une minorité musulmane. Pareil en Inde, là très récemment, il y a un parti ultranationaliste hindou qui a été porté à la tête du pays, et ils sont en train de faire passer une loi depuis plus d'un mois déjà, qui vise à empêcher la reconnaissance de la nationalité pour certaines populations musulmanes qui vivent en Inde depuis toujours. Et du coup, c'est pas de la déchéance de nationalité, mais c'est pareil, puisque les papiers, tout le monde n'a pas forcément sa carte d'identité, et du coup, ça revient en même. C'est un peu une opération qui vise totalement une opération qui vise à considérer les musulmans comme des citoyens musulmanes, comme des citoyens de seconde zone. Pareil, en Birmanie, il y a 2 ans, c'était avec les Rohingyas, on en avait beaucoup entendu parler. Je pense qu'en Europe occidentale, l'attentat qu'il y a eu il y a à peine plus d'1 mois en Allemagne, à Halle, qui a fait 9 morts, est aussi symptomatique de tout ça. Et pourquoi il y a une nouvelle vague islamophobe? On peut très largement penser que c'est parce que s'il y a un intérêt au niveau mondial des impérialistes à construire un récit de l'ennemi de l'autre, de l'ennemi qui va être à détruire, qui va être différent de nous. Pour l'ensemble des pays impérialistes, pour l'instant, la cible, c'est les musulmans. Il y a différentes explications à ce phénomène et c'est pas trop le sujet du débat, donc je vais pas perdre de temps là-dessus. Mais juste sur le constat, je pense que c'est important d'acter le fait qu'on est dans une vague où actuellement la construction de l'autre, c'est directement le musulman et que c'est un récit qui est commun à l'ensemble des impérialistes. Et ça c'est quand même très important, puisque entre la Chine, les USA
Et l'Europe occidentale, il y a quand même des histoires et des relations avec les autres pays qui sont très différentes. Bon. À New Delhi, justement, j'en parlais, il y a eu 34 morts vendredi la semaine dernière, ou celui d'avant, je ne sais plus, justement parce que des nationalistes hindous ont attaqué une mosquée et des quartiers musulmans. Donc c'est la semaine dernière. Du coup, c'est vraiment des violences d'une ampleur très importante. Et pour comprendre aussi pourquoi ces violences elles ressortent dans ce contexte-là, il faut revenir sur un petit peu ce que je disais en introduction, c'est-à-dire le fait que l'économie, elle est vraiment dans une situation lamentable. En fait, les capitalistes, ils ont peu d'espoir dans le fait qu'il y ait une superbe reprise de la croissance l'année prochaine. Il y a même des risques de crise très importants et imminents dans les mois et l'année qui arrive. Mais ça, on pourra en discuter également. Je pense que je vais dépasser de 4 minutes. Et du coup, étant donné qu'il n'y a plus les moyens de réaliser de la croissance par l'exploitation classique des prolétaires, les capitalistes, ils n'ont que deux autres marges de manœuvre, une fois qu'ils ont comprimé les salaires. La première, c'est le fait de conquérir d'autres parts de territoire et d'autres parts de marché aussi. Du coup, c'est le principe de la guerre impérialiste, comme il y avait eu typiquement, même en Afrique, avec le partage de l'Afrique à la conférence de Berlin ou un truc comme ça, où les États capitalistes, voilà, en fait, ils commençaient à se marcher sur les pieds, et du coup, ils se sont dit, bon, c'est pas grave, on va se répartir le gâteau, et on va arrêter de se faire la guerre partout. Sauf que là, le monde il est déjà totalement colonisé par le capitalisme. Il n'y a plus de nouveaux territoires à conquérir. Alors si, on peut dire il y a le pôle Nord là, qui est en train de fondre, mais d'ailleurs c'est un enjeu terrible. Hein. Il y a tous les capitalistes qui sont au taquet, qui envoient même des brise-glaces pour accélérer la destruction du truc, pour pouvoir faire passer leurs marchandises, et exploiter les gaz et le pétrole qui a potentiellement exploité. Mais à part ça, il y a très peu d'endroits qui restent à envahir. Du coup, ça va forcément être des guerres entre différents États qui sont déjà constitués et qui possèdent des armées. Et d'ailleurs, à ce propos-là, quand on regarde les tensions internationales et l'armement des principaux pays impérialistes, on se rend compte que depuis la crise, il a énormément augmenté. Alors, pareil, je pourrais vous donner les chiffres dans le débat si vous voulez, mais pour donner rien qu'un exemple récent, il y avait Trump qui était en Inde justement récemment et il a vendu pour plusieurs milliards d'hélicoptères de combat à l'Inde qui est en train de s'armer énormément. Pareil, le budget militaire de la Chine est largement supérieur à celui de l'entièreté de l'Union européenne. Et pareil, les États-Unis ils commandent de ouf en ce moment. Donc il y a une escalade à l'armement, une course à l'armement comme dans toutes les périodes qui ont précédé les guerres, malheureusement. Donc il y a vraiment un risque d'explosion de la situation au niveau mondial qui n'est pas fantasmé, qui est réel. Je vais conclure en une minute. En plus de ces tensions en termes militaires, il y a aussi une baisse des investissements entre les différents pays qui est significative du fait que les États ils sont de moins en moins confiance entre eux et du coup qu'ils ont plus tendance à se replier sur leur sphère nationale. Ce qui vient montrer que les nations ont encore un rôle très important pour la bourgeoisie, contrairement à des théories de type comme celle de Kautsky par exemple ou de Negri qui dirait qu'il y aurait un impérialisme totalement homogène et que les bourgeois en fait, ils seraient tous d'accord et ils se répartiraient juste le gâteau. Il y a encore une base très importante de l'État-nation dans la réalisation des politiques capitalistes et c'est pour ça qu'il faut avoir aucune croyance et aucun espoir dans le fait que la nation pourrait constituer un salut pour n'importe quelle partie de notre classe, ni la nation, ni les institutions internationales. Il ne sert à rien de choisir un camp. Il ne sert à rien de choisir un camp entre la Chine, les États-Unis et l'Union européenne, par exemple, ni même ni même la France. Mais il y a uniquement la solidarité internationale de notre classe qui pourra permettre de dépasser les contradictions du capitalisme. Et voilà, parce que dans tous les cas, ce sera la même chose en Chine ou aux États-Unis. Ok.
parole à Elodie. Ah oui. Ouais, je me rends pas du tout compte de combien il faut parler fort, donc faites-moi signe s'il faut parler plus fort. Parfait. Donc là, il y a Charles qui vient un peu de parler de la crise du capitalisme. Moi, j'allais parler de l'autre côté, plutôt des combats de la classe ouvrière, parce que c'est vrai que depuis un an et demi, l'actualité internationale, elle est marquée par la contestation un petit peu partout, et notamment vendredi dernier, le 21 février, il y avait toutes les rues d'Algérie, de Alger à Béjaïa, qui étaient noires du monde. C'était les 1 an du Irak, la mobilisation qui a commencé avec des manifestations hebdomadaires et qui demandait au départ le retrait de Bouteflika suite à l'annonce de sa 5e candidature, enfin de son 5e mandat. Donc depuis, sa candidature a été retirée, mais les manifestations, elles continuent toutes les semaines. Et d'ailleurs, encore la semaine dernière, pour les 1 an, le slogan c'était « On n'est pas venu célébrer, on est venu pour que vous partiez », ce qui montre que le combat continue, qu'ils ne sont pas prêts de rentrer chez eux, et que bien sûr que ça c'est tout à fait positif. Et c'est vrai qu'un peu plus généralement, au-delà de l'Algérie, on a des rues noires de monde, des places occupées, des chansons, des slogans qui deviennent un petit peu des symboles de mouvement. En Algérie, on a pas mal entendu la Casa del Moradia, qui est le lieu où il y a le palais présidentiel, Al-Waya Beladi, je ne sais pas bien le prononcer, au Liban. Il y a des scènes violentes d'affrontements, d'émeutes, des fois il y a des interventions même de l'armée, il y a de la colère et surtout il y a des dizaines de milliers de personnes un petit peu partout qui se mettent à faire de la politique au quotidien. Et ça, c'est des scènes un peu habituelles et qui se passent dans plus d'une vingtaine de pays depuis 1 an et demi, avec cette contestation sociale qui est donc massive et qui est profonde et qui s'inscrit sur la durée, à l'image un petit peu de ces 1 an en Algérie. Bien sûr, on ne va pas pouvoir évoquer tous les pays, mais en tout cas, un exemple qui était pas mal, c'est un slogan qui a été chanté par les Libanais encore la semaine dernière durant une autre manifestation contre le système et la corruption, où ils chantaient « Du Liban au Chili, à l'Égypte à la France, à l'Iran, à l'Irak, au Soudan, à Hong Kong, à l'Algérie, révolution partout ». Ils le chantaient en arabe, mais c'est la traduction. Et ça montrait un peu ce sentiment de faire passer, de faire partie d'un truc d'ensemble. Et si tous ces soulèvements, ils peuvent avoir bien sûr leur spécificité nationale, ils ont aussi assez de traits communs, ils sont assez références aux uns aux autres pour qu'on puisse quand même parler d'une vague de soulèvement international, un mouvement global dont les revendications principales sont communes et peuvent quand même être résumées sur 2 axes, non à la vie chère et plus de démocratie, avec tout ce que ça peut englober derrière, mais en tout cas c'est les traits communs et on y reviendra un petit peu plus tard. Donc bien sûr, nous, au NPA, on est révolutionnaires, on est internationalistes, et en ce sens, on suit de près tout ce qui se passe dans ces différents pays, ou du moins d'aussi près que nous permettent l'absence ou le faible nombre de liens avec des groupes ou des militants sur place dans la majorité de ces endroits. Bien sûr, ça c'est un véritable obstacle, mais ça ne nous empêche pas de discuter un petit peu précisément de la nature de cette vague, de ses forces, de ses limites. On ne va pas pouvoir aborder tous les aspects qu'on aimerait parce qu'ils sont nombreux, mais d'un côté, tant mieux, parce que ces mouvements, ils posent autant de questions que de perspectives réjouissantes. Et même toutes les limites qui peuvent exister et qu'on peut vouloir pointer, elles ne sont pas forcément indépassables. Et du coup, c'est tout ça dont on va essayer de discuter. Et puis un peu pareil que ce que disait Charles, tout le reste peut revenir bien sûr dans la discussion. Donc avant, quelques remarques. Cette révolte sociale, c'est quand même la première de cette ampleur depuis longtemps. On peut s'en référer à une autre qui a eu lieu en 2011, c'était les printemps arabes, mais qui avait aussi touché de nombreux pays, mais avec la petite différence que celle qu'on connaît actuellement, elle touche quand même 3 continents, avec ce qui se passe au Chili, en Amérique du Sud, en Asie, avec aussi par exemple Hong Kong, ou en Afrique avec le Soudan ou l'Algérie. Il y a une caractéristique aussi commune qui est importante pour nous dans tous ces mouvements, c'est que la principale composante de ce mouvement, c'est les travailleurs. C'est majoritairement en fait des jeunes, des chômeurs, des travailleurs, plein de femmes, ce qui est quand même un peu notable, et des gens des villes. En gros, c'est une espèce de prolétariat urbain qui se met en branle. Une autre caractéristique de ce mouvement, c'est qu'il est quand même hors des entreprises dans la majorité des cas, c'est-à-dire que c'est des gens qui travaillent mais qui ne font pas la grève sur leur lieu de travail, mais pareil, on n'y reviendra pas.
aussi quelque chose qui est un peu important, c'est que c'est des mouvements qui durent et que ça veut dire que pour l'instant ils tombent dans aucun des pièges qu'on pourrait leur tendre. Ça veut dire tous les débouchés qui peuvent être proposés, que ce soit l'armée dans certains endroits, des débouchés institutionnels, pour l'instant ça ne marche pas. Les gens ils ne savent pas forcément tout à fait ce qu'ils veulent, mais en tout cas ils savent ce qu'ils veulent pas. Et en tout cas c'est des mouvements qui continuent à durer. Mais par contre c'est vrai qu'ils semblent un peu bloqués à une espèce de palier d'un mouvement qui continue mais qui n'arrive pas à passer un cap pour remporter une vraie victoire un peu conséquente, qui n'est même pas juste sur une réforme, mais qui serait un truc qui apparaîtrait aux yeux de ceux qui se battent pour un vrai changement dans le système qu'ils combattent. Donc ça c'était sur les mouvements en général. Il y a plein d'autres aspects à ces mouvements, comme la répression. Il y a la situation économique que tu as un peu évoquée, avec oui, les questions de est-ce qu'il y a une grande crise économique, est-ce que ça impacte ou non, qu'est-ce que c'est le point de déclenchement, à quand il remonte, etc. Et bon, bien sûr, c'est pas possible d'aborder tout ça là, mais en tout cas, on a conscience que ça mêle un petit peu ces différents aspects. Par contre, il y a quelque chose qui est très important et qu'on voulait souligner, c'est qu'il y a des millions de militants qui sont en train de naître à travers le globe, et que ça, c'est très positif. Quand on dit qu'ils deviennent militants, c'est pas encore dans un parti ou dans une internationale, même si c'est ce qu'on souhaiterait, mais militants au sens qu'ils font de la politique au quotidien, avec toute une conscience qui se développe en conséquence et une expérience assez incroyable. Quand on dit militant, ça veut dire des gens qui s'estiment avoir démarré quelque chose et qu'il va y avoir une suite, que c'est pas quelque chose de temporaire, mais qui se sentent partie prenante de quelque chose. Et ça nous pose énormément de questions sur comment capter, comment répondre à cette politisation. Parce que c'est vrai que tous ceux qui se mobilisent, c'est autant de gens qui recherchent des perspectives, qui recherchent une politique. D'ailleurs, c'est pour ça que les mouvements continuent. Et ça, c'est vrai que c'est un foyer pour la construction ou la reconstruction de partis, voire d'internationales, pour que ces mouvements ils aillent le plus loin possible. Et c'est en ce sens-là que ça nous intéresse aussi. Du coup, on va revenir un petit peu sur ces mouvements. Avant de revenir dessus, juste un petit truc. C'est qu'on a tendance des fois à entendre que c'est des mouvements spontanés qui surgissent un petit peu de nulle part et autres. C'est quand même plus ou moins vrai dans la plupart de ces pays. Il y a déjà eu des mouvements ces dernières années, que ce soit le mouvement des parapluies à Hong Kong, le mouvement TUPU au Liban qui a commencé par une grève d'ordures et qui s'est tendu contre la corruption en 2015, au Chili, Haïti et autres. Il y a eu quand même des mouvements en 2016-2017. Donc il y a quand même eu une petite accélération des luttes les années précédentes dans tous ces pays-là, et c'est pas des mouvements qui ont quand même explosé, hop, c'était le calme plat depuis 10 ans, et d'un coup, il y a des millions de personnes dans les rues. C'est aussi des mobilisations qui suivent un déroulé un petit peu similaire, avec par exemple en Algérie le 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika, au Liban c'est une taxe WhatsApp, au Chili c'est l'augmentation du prix du métro, Hong Kong c'est la loi d'extradition, etc. Donc on a un point de départ très précis, qui est pas du tout sur un terrain plus syndical, entre guillemets, c'est pas sur des trucs d'augmentation de salaire ou de conditions de travail. Ce point de départ qui est très vite dépassé par un aspect politique bien plus général, ce qui aide, ou ce qui est entretenu, bon, à savoir qui l'a poule et de l'œuf, par des organisations syndicales et politiques qui sont quand même très vite assez marginalisées et qui n'arrivent pas à avoir la main sur le mouvement, avec des mouvements qui sont, comme je disais, pas dans les boîtes, ce qui veut dire que on peut avoir l'impression que, en tout cas, le truc que l'ennemi c'est vraiment le patronat, etc. en tant que classe, c'est pas forcément identifié, mais pour autant ça veut pas dire que c'est pas un mouvement un peu général contre un système, donc c'est à voir. Et ensuite, et ça je l'ai déjà dit, mais quand même à le redire, c'est un mouvement qui touche majoritairement les plus pauvres et la classe ouvrière. Mais en tout cas, c'est la classe ouvrière socialement, c'est-à-dire que c'est les gens qui travaillent, mais par contre, c'est pas encore elle qui est à leur tête politiquement, et on voit pas encore émerger des revendications pures des travailleurs pour les travailleurs. Les revendications, elles sont très globales, c'est sur les inégalités sociales, la corruption des élus, contre les gouvernements, contre les riches, contre l'État, à noter plus que contre les patrons, contre la vie chère, mais même là-dessus, en pointant les taxes trop élevées, plutôt que les salaires trop bas, par exemple, mais c'est pas pour dire que c'est... Voilà. Donc, ensuite, toujours dans la chronologie un peu similaire du mouvement, on a des gouvernements qui très vite reculent sur le point de déclenchement, c'est-à-dire qu'ils retirent et disent ok, on ne met pas la candidature de Bouteflika, ils annulent l'augmentation du prix du métro au Chili, etc. En Hong Kong, pareil, ils annoncent qu'ils enlèvent la loi, et on a l'impression qu'à partir du moment où le gouvernement il a reculé,
le mouvement il est déjà allé beaucoup trop loin, même si l'annonce du recul sur le point de déclenchement, elle survient finalement peu de semaines après le début, et que le mouvement il a déjà fait des pas de géant, et qu'à partir de ce moment-là, une candidature ou une petite augmentation, c'est plus du tout d'actualité dans la tête des gens. D'ailleurs, ça se voit dans les slogans. Au Chili, par exemple, ils criaient « c'est pas 30 centimes, c'est 30 ans », en faisant référence à 30 ans de politique antisociale qui sont menées. En Algérie, c'était « le peuple veut la chute du régime », suite au renoncement de la candidature. Au Liban, quand le Premier ministre a démissionné, ils ont répondu « tous, ça veut dire tous ». Donc, autre caractéristique du mouvement, on prend un peu différents aspects, hein, parce que c'est un peu compliqué, mais de faire un truc très précis. Il y a des premières manifestations qui sont particulièrement massives. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Dans des pays où il y avait très peu de manifestations. En Algérie, c'est presque une conquête du mouvement qui a à nouveau des manifestations dans les rues, quoi. Même les dernières fois, c'était à la limite, on a des trucs dans les stades ou autres. Mais en tout cas, il y avait quand même le souvenir de la décennie noire qui faisait que les gens investissaient peu les rues. Là, on a des manifs qui sont dès le début très massives. Mais même là, c'est pas que un truc spontané, il y a eu souvent des petits travaux de préparation aussi. Par exemple, au Chili, il y a eu tout un travail d'une bande de lycéens qui faisait le tour de tous les trucs contre l'augmentation des prix du métro. On a du mal à savoir partout précisément, mais en tout cas, il y a des équipes militantes qui s'étaient créées, qui rassemblaient pas forcément que des gens organisés, qui ont préparé les premières dates. Et il y a eu des prémices pendant les quelques mois avant l'explosion, mais un peu comme les gilets jaunes, quoi. Finalement, si on rentre en France, même si ça n'avait pas la même ampleur, si on voit le 17 novembre, en fait, avant, il y a quand même déjà des petits signaux dans les mois qui précèdent. Ce monde en manif, ça donne de la visibilité au mouvement. Forcément, c'est un mouvement qui se fait voir parce que d'un coup, on voit qu'il y a du monde partout dans les rues avec des vidéos impressionnantes qui font le tour du monde. Et en plus, avec des manifs qui n'en sont pas trop. C'est pas des manifs où il y a la CGT qui a appelé de dire ah, tel jour, on va marcher de République à Nation. Là, c'est des gens qui occupent la rue parce qu'ils veulent se montrer et que c'est l'occasion de se retrouver tous ensemble. Là aussi, on fait une petite similarité avec les gilets jaunes qui vont sur les champs. Mais bon, c'est pas un truc qui a été appelé tant que ça. Et autre chose, c'est des mouvements qui sont très impliquants, d'autant qu'ils ne sont pas dans les boîtes. C'est-à-dire que les gens, ils ne sont même pas en grève, ils n'ont même pas tout leur temps pour militer. C'est-à-dire que les gens, ils vont au travail, mais par contre, tout le temps qu'ils ont à côté, ils jugent que ce qui se passe est suffisamment important pour le passer à faire de la politique. Et ça montre un degré d'implication très élevé. Je vais accélérer énormément. Ouais, du coup, comme je disais, c'est un mouvement qui n'est pas dans les syndicats et les partis traditionnels, il y a une certaine défiance légitime, et ça, je pense qu'on peut voir aussi que ça s'est expliqué, où dans plein d'endroits, c'est des gens qui ont fait l'expérience de ces trucs-là. Le FLN, ça a été vachement agité en Algérie pendant tout un temps, et y compris l'armée, mais aujourd'hui, à force de réprimer le mouvement, les gens ils ont compris que l'armée, c'était pas une solution. Au Chili, la gauche, c'est un peu spécifique au Chili, mais elle a quand même été assez connue. Et au Liban, jusqu'à présent, c'était le Hezbollah, je prends souvent ces trois-là en exemple, hein, mais il y a des trucs partout. Hein. Et au Liban, d'habitude, bref, c'est le Hezbollah qui arrive à canaliser les mobilisations, mais c'est vrai que là, ils se sont fait un peu cramer en participant à tous les gouvernements. En plus, ils ont envoyé l'armée sur tous les manifestants, donc ça n'a pas aidé à être apprécié. Tout ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un nouveau groupe ou des gens qui vont réussir à récupérer le mouvement pour eux ou à l'envoyer dans les clous, voire ça ne veut pas dire qu'au bout d'un moment, ils ne vont pas choisir de faire une répression bien plus élevée comme ils l'ont fait au Soudan, où ils ont envoyé l'armée clairement tirer à balles réelles sur la foule. Mais bon, quand même, les capitalistes, ils évitent de faire ça quand ils le peuvent. En tout cas, ça nous montre que pour l'instant, il y a la bourgeoisie qui n'arrive pas trop à trouver de sortie de crise qui soit évidente et pratique pour eux. Que tous les trucs de répression, ça renforce la détermination, mais aussi ça montre qu'il y a plein de possibilités du côté des manifestants qui eux-mêmes s'envisagent sur un truc sur le long terme, ils ne posent pas du tout les choses en mode « Ah, la semaine prochaine, il faut absolument qu'on ait gagné, sinon c'est fini ». À partir de là, on a dit qu'il n'y avait pas trop de grève, mais une classe ouvrière dans la rue, ou en tout cas les gens de notre classe, quoi. Donc on peut se demander ce qui se passe et que font les gens. La première chose à noter par rapport à cette absence de grève, qui est quand même un peu... Souvent, on a l'impression que mouvement égale grève, c'est déjà que le rapport de force, il ne se joue pas uniquement sur un critère économique, et qu'une mobilisation de masse comme celle que connaissent actuellement tous les pays, ça n'a pas besoin de faire perdre de l'argent au patronat, qui par ailleurs a beaucoup plus de réserves que l'ouvrier à ce jeu-là, pour effrayer la bourgeoisie. Alors, même sans grève, la mobilisation, elle fait peur, c'est pour ça qu'ils utilisent autant de répression, notamment au Chili, les scènes avec l'armée, c'est quand même hallucinant. Et elle fait peur parce qu'il y a des millions de personnes qui se mettent à faire de la politique, et que les vagues de politisation, c'est jamais au goût des capitalistes, parce qu'elles remettent en cause l'ensemble du système, qu'elles offrent plein de possibilités de contagion, et que les gens ils sentent qu'ils luttent, qu'ils ne se sentent pas seuls, etc. Et d'ailleurs, on l'a vu à une toute petite échelle dans la grève RATP SNCF, les gens ils se sentent mieux quand ils ne sont pas tout seuls.
car ce qui est un peu plus important que faire perdre plein d'argent au patronat en arrêtant l'arrêt du pays pendant 1 ou 2 jours, ce que le patronat il redoute le plus, c'est que la classe ouvrière elle se rende compte de sa force, de sa capacité à gérer le pays sans s'en remettre à d'autres. Et si c'est sûr que la grève générale ça aide à cette prise de conscience et que ça libère de temps, en tout cas ce qui est le plus important c'est quand même de discuter, de se montrer, de se rencontrer, de se coordonner, et que pointer uniquement la grève ça suffit pas parce que ça passe quand même tout cet aspect politique. Et d'ailleurs notre mot d'ordre, si on était là-bas, ce serait pas forcément grève générale qui apparaît parfois comme une recette un petit peu magique pour résoudre les problèmes. La grève générale est souvent vue comme un moyen de gagner, elle serait appelée par les militants et permettrait de voir la machine s'arrêter de tourner et de gagner des revendications. Donc déjà, nous, les mouvements, et surtout ceux actuellement, on ne les pose pas juste par rapport à des revendications, mais par rapport à un changement de société. Et en plus, la grève générale, on la voit un peu comme plus l'aboutissement aussi d'un processus politique. D'ailleurs, si on se réfère à Rosa Luxembourg, qui était une militante allemande, elle refusait un peu de parler de grève générale en polémiquant un peu avec les anarchistes qui utilisaient vachement ce truc pour parler du truc décrété par les militants. Et au contraire, elle parlait de grève de masse, et elle le décrivait en disant: la révolution russe nous apprend donc une chose, c'est que la grève de masse n'est ni fabriquée artificiellement, ni décidée ou propagée dans un éther immatériel et abstrait. Elle est un phénomène historique, résultant à un certain moment d'une situation sociale et à partir d'une nécessité historique. Aujourd'hui, il n'y a pas de grève de masse dans les pays touchés par cette vague de soulèvement, et quand bien même il y en aurait une, ça ne suffirait pas forcément à obtenir une victoire. En 68, il y a une énorme grève, ils n'ont pas obtenu de victoire décisive contre les capitalistes. Et pour pousser au plus loin un mouvement, il faut partir de ce qu'il est pour essayer d'attiser au maximum la lutte de classe, élever le niveau de conscience et penser un peu plus au-delà même qu'un simple truc de mesure, quoi, mais plutôt à l'échelle d'une société. Aujourd'hui, dans ces mouvements, il y a différents cadres qui permettent une maturation politique. Ce sont tous ceux qui font vivre le mouvement, les AG, les actions, les manifestations, etc. Parce qu'il n'y a pas que des manifs, même si c'est ce qu'on voit le plus dans la rue, il y a aussi plein de gens qui font plein de choses, même si ce n'est pas à l'échelle d'une entreprise, comme nous on a l'habitude de le voir en parlant de comités de grève, etc. Par exemple, ils s'organisent contre la répression, comme au Chili, où ils ont mis en place la première ligne, ou même on a vu l'organisation de ouf des Hongkongais qui installent des trucs, qui en planquent d'autres. Enfin, c'est assez hallucinant, et d'ailleurs ça fait le tour du monde. Il y a plein de structures d'organisation locales qui existent, que ce soit les places qui sont occupées, les cabildos chiliens, les assemblées de quartier. Tous ces espaces de politisation et d'organisation, ils sont importants, ils permettent d'organiser une vie politique, ils permettent de faire vivre le mouvement, de le rendre visible et de lui donner une voix à l'échelle d'une ville ou d'un quartier. Mais si on pense que s'organiser à l'échelle d'une ville ou d'un quartier, c'est indispensable, on souhaite un mouvement d'aller plus loin, car tout changement ne se pose jamais à l'échelle d'une ville ou d'un quartier, et nous, on est pour que les mouvements ils poussent le plus loin possible l'expérience de la gestion de la société, ce qui demande directement de passer à une autre échelle. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, c'est peut-être lié au manque de conscience, on ne sait pas. C'est peut-être aussi parce qu'il n'y a personne pour proposer ce truc-là, que ces structures, elles dépassent une échelle locale pour aller au niveau national. En tout cas, c'est à suivre de près et c'est tout à fait possible que ça se développe malgré tout. Parce qu'en fait, quand même, si ces mouvements ils semblent bloqués à un certain palier, comme je le disais au début, c'est qu'il manque une petite perspective à cette lutte qui permet d'obtenir le vrai changement de système qu'ils revendiquent. Et on ne peut pas savoir vers où vont évoluer ces mouvements. Par contre, si la classe ouvrière ne pose pas ses propres perspectives pour gagner, ce qui est sûr, c'est qu'il y a d'autres groupes qui ne vont pas se priver de le faire. Et ce qu'on a vu, c'est que dès qu'il y a un autre groupe qui propose à la classe ouvrière de décider à sa place, en fait, elle se fait toujours avoir, parce qu'il n'y a que en s'organisant qu'on arrive à contrer le pouvoir de la bourgeoisie qui, elle, est très organisée. Mais tout ça, en tout cas, c'est des questions qui ne se posent pas par rapport à un bon mot d'ordre ou par rapport à la bonne revendication, mais en tout cas à voir vers où tant le mouvement est poussé dans le sens le plus loin possible de ce qui nous plaît. D'ailleurs, tous les mots d'ordre qui peuvent être radicaux, ils peuvent être proposés par des gens qui ne veulent pas le bien du mouvement. Des mots d'ordre qui étaient proposés pour enterrer le mouvement, finalement, ils peuvent parfois être récupérés pour donner quelque chose de juste. En tout cas, ça peut toujours évoluer et ça peut toujours changer. Par contre, ce qui est sûr, et je vais finir là-dessus... Ah, mais j'aurais... Encore une minute. Ouais, j'avais pas besoin de couper. Non. Tac. Par contre, oui, ce qui est sûr, et c'est un peu là-dessus parce que c'est enthousiasmant, ces mouvements, pour conclure, ces mouvements vont faire émerger toute une nouvelle génération de militants, et c'est pour ça que l'enjeu, c'est aussi sur le plus long terme. De même que les printemps arabes, ils ont peut-être servi de répétition au mouvement actuel, et ont permis aux gens, fort de l'expérience passée, de ne pas retomber dans les pièges.
comme l'armée. Ces mouvements, par exemple en Algérie, ces mouvements, ils sont peut-être qu'une grande répétition générale. Parce qu'on est aujourd'hui face à une exacerbation de la lutte des classes à l'échelle internationale. Et même si en France, on n'a pas un mouvement aussi massif que dans les pays évoqués, on a quand même connu là un mouvement qui s'est ouvert le 5 décembre, avec la plus grosse grève peut-être depuis 68. Tous ces mouvements, ils participent à une évolution des rapports de force à une échelle mondiale. Ils portent en eux des nouvelles perspectives, leur nouveau lot d'expérience et de militants. Et c'est là-dessus qu'on peut surfer aussi pour voir où ça aboutit. Je donne la parole à Renaud, du coup. Ouais, merci. Moi, en fait, l'idée de ce que j'avais préparé, c'était finalement un petit peu ce sur quoi Elodie concluait, c'est-à-dire de partir dans quelle situation un peu historique on est, qu'est-ce qui va s'ouvrir comme période aujourd'hui. Bon, on n'a pas de boule de cristal, mais en tout cas voir un petit peu où on est, et comment nous, en tant que révolutionnaires, on doit un peu se préparer face à ça, et notamment en revenant sur les expériences un petit peu de ces dernières années, des expériences politiques, sociales qu'il y a eu, et aussi de l'intervention qu'il y a pu y avoir des révolutionnaires à l'intérieur. D'abord, je crois qu'il faut partir de quelque chose, c'est que, bon, Charles il a un peu développé là-dessus, c'est que la situation qu'on connaît aujourd'hui, elle est le produit, ou le sous-produit d'une certaine manière, de la crise économique de 2008. C'est-à-dire qu'en 2008, on a cette crise économique, bon, je pense que tout le monde voit un peu la crise des subprimes, etc., qui en réalité est une crise assez classique du capitalisme, enfin, Charles il a donné quelques éléments là-dessus, mais qui en même temps ne ressemble pas à la crise qu'on a connue dans les années 30, qui était une crise de type catastrophique, jeudi noir, où ça va entraîner un certain nombre de processus extrêmement profonds. Et je pense la première raison à ça, c'est que les capitalistes apprennent de leurs erreurs et apprennent à savoir ce qui peut passer dans l'économie. C'est pour ça que par exemple, dès 2008, on a eu la tentation des États capitalistes, enfin la volonté des États capitalistes, de renflouer massivement le système bancaire, par exemple, pour surtout pas laisser tomber un établissement bancaire, parce qu'ils savaient qu'il pourrait s'ouvrir un scénario de ce qu'on avait connu dans les années 30. Mais en même temps, ce fait d'avoir résolu la crise d'une certaine manière, ou avoir évité ses effets les plus catastrophiques, aujourd'hui, d'une certaine manière, ils ont fait que différer un phénomène dont on voit toutes les conséquences aujourd'hui. C'est-à-dire que la première, c'est qu'il n'y a pas de reprise économique véritable. Je veux dire, on est sur une forme de croissance modérée, stagnation. Mais la deuxième, je crois, c'est sur un autre terrain, et c'est ça que je voudrais plus aborder, c'est sur la question de tous les effets politiques que c'est en train de produire. Parce qu'en réalité, c'est ça qui sert de fondement après au fait que finalement les capitalistes, on voit bien qu'ils n'ont plus rien d'autre à vendre que l'austérité et les reculs sociaux. L'ensemble des gouvernements qui gouvernent depuis un certain nombre d'années dans l'ensemble des pays, et c'est en train d'alimenter, en tout cas de montrer des expressions de ce qu'un révolutionnaire italien qui s'appelle Antonio Gramsci appelait la crise organique. C'est quelque chose qui permet, bon, on pourrait discuter longuement de ça, y compris tout le monde n'est pas d'accord sur cette caractérisation, mais en tout cas, c'est l'idée, pour le dire simplement, que face à une crise profonde et structurelle comme on est aujourd'hui, et aux profondes contradictions que les classes dominantes ont à affronter, elles ne peuvent plus se servir des mécanismes de médiation politique, enfin du système politique tel qu'il fonctionnait avant, sans pour autant qu'il y ait une contre-offensive des masses et qu'on arrive vraiment dans une situation révolutionnaire. C'est cette situation un peu intermédiaire là, dans laquelle on est, et en fait on la voit à l'échelle internationale partout. Pour donner quelques petits exemples, il y a eu le phénomène Trump aux États-Unis, c'est-à-dire cette espèce de surprise manière de l'immobilier, outsider comme ça qui vient dans les élections et qui prend le pouvoir, et qui par ailleurs change l'entièreté des règles du commerce international, pour le dire rapidement, qui met fin, en tout cas qui met un coup d'arrêt important au multilatéralisme, c'est-à-dire à l'idée d'un monde sous hégémonie américaine qui était bien réparti, où ça fonctionnait bien, etc. Un certain nombre de crises qu'on est en train de voir, de guerres se développer, qui quand même viennent beaucoup du Bonaparte, enfin de la logique de Trump. Il y a le phénomène aussi Bernie Sanders aux États-Unis, c'est-à-dire le retour du socialisme aux États-Unis, ce qui n'est pas rien quand même dans un pays qui a connu pendant des décennies le macartisme, etc. Il y a le Brexit, mais il y a aussi, par exemple, si on regarde en France, l'effondrement du bipartisme traditionnel droite-gauche, PS-UMP, qui était quand même ce qui avait stabilisé le capitalisme français depuis plusieurs décennies. Et par ailleurs, quand on voit par exemple le macronisme, en aucun cas c'est une solution à ça, c'est une solution qui a été que temporaire, qui a permis d'avoir une solution de gouvernement, mais dont on voit aujourd'hui quand même qu'elle est en train de se casser la figure, y compris, je ne sais pas si vous avez vu les élections municipales qui se préparent, mais a priori même Gérard Collomb, enfin son successeur, n'arriverait pas à garder la ville de Lyon, ce qui serait quand même, pour la République en marche,
un coup très important. Et je dis ça parce qu'il y avait des camarades qui disaient par exemple que finalement, au moment de l'élection de Macron, c'était juste une reconfiguration interne de la bourgeoisie française et que bon, ça n'avait pas forcément, c'était pas forcément un symptôme de crise, etc. Je crois que voilà, on est dans un système où les classes dominantes ne savent plus comment gouverner et on a une phénomène de crise par en haut, on peut dire quoi. Et je pense que c'est cette crise par en haut qui est en train d'ouvrir un espace pour un surgissement du mouvement de masse qu'on voit de manière partielle depuis plusieurs années. C'est pas pour rien que la première vague, elle a commencé en 2010. C'est la vague des révolutions arabes, les indignés dans l'État espagnol, Occupy Wall Street, et d'une certaine manière, on a eu, bon, on pourrait discuter de quelle vague, etc., mais on a eu un approfondissement de ces phénomènes-là, du surgissement du mouvement de masse de plus en plus important, jusqu'à là, cette nouvelle vague qui est en train de s'ouvrir, qu'on pourrait dater depuis les Gilets jaunes, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu les Gilets jaunes, et ensuite on a eu toute une vague, sans que ça soit forcément directement lié, mais il y a quand même une séquence dans laquelle on est, qui est voilà, le Chili, l'Équateur, le Hong Kong, etc. Enfin, Elodie a pas mal développé là-dessus, donc il y a un certain nombre de choses. Mais je crois qu'il y a par ailleurs un truc très intéressant qui se passe en France, c'est que en France, même si c'est vrai que les mouvements sont moins avancés dans le sens que ça ne provoque pas la même crise politique qu'il y a pu y avoir par exemple en Algérie, le mouvement contre la réforme des retraites, on est face au retour du mouvement ouvrier sur la scène internationale. Et c'est-à-dire que ça fait très longtemps qu'on n'a pas connu dans un pays une séquence de 2 mois de grève reconductible avec des secteurs d'avant-garde ouvrière extrêmement importants comme on a vu. Et je dis ça parce que on peut faire l'hypothèse qu'aujourd'hui on a un retour du mouvement de masse, c'est clair, un retour de la lutte des classes, mais on pourrait aussi avoir un retour du mouvement ouvrier à l'échelle internationale. Et ce qui réactualiserait à une échelle large, à l'échelle internationale, la perspective de la révolution ouvrière, de la révolution prolétarienne, qui était quelque chose qu'il y avait beaucoup d'idéologues bourgeois qui expliquaient dans les années 90 que c'était quelque chose qui n'avait plus lieu d'être, que c'était terminé, que c'était un temps révolu, etc. etc. Et bon, moi je pense que finalement, dans cette situation qui est historique, je crois que les principales explosions sont à venir. Parce qu'il y a un approfondissement, de plus en plus on voit d'année en année des phénomènes de crise politique et en même temps du mouvement de masse. Je veux dire, il est plus radical, plus profond, à chaque fois que ce qu'il était chaque année, voilà, ça va vers plus de profondeur. Et que du coup, je pense que la question pour nous, c'est comment on se prépare à ça. Et pour penser comment se préparer par rapport à ça, je pense qu'il faut d'abord voir quels sont les obstacles à ce que ce mouvement de masse et le retour un peu du mouvement ouvrier puissent vraiment déboucher sur des révolutions victorieuses, ce qui pour l'instant n'a pas été le cas dans aucun pays. Et de ce point de vue-là, il me semble qu'un des principaux phénomènes politiques qui a émergé, qui en même temps est un produit de cette crise organique dont on parle, mais qui en même temps empêche ces tendances de développer véritablement, c'est ce que, bon, moi j'appellerais, après voilà, pareil, c'est des choses qui peut-être peuvent faire discussion, mais le néo-réformisme. Le néo-réformisme, c'est quoi? C'est toute la vague, c'est quelque chose qui est plutôt dans les pays du Nord, même en Union Européenne, mais c'est toute la vague de nouveaux constituants de partis qu'on a connus avec d'abord Syriza en 2013, Podemos en 2014 et la France Insoumise en 2016, même si bon, la France Insoumise c'est un peu particulier parce que il y a une lutte des classes en France qui n'est pas la même que dans d'autres pays et par ailleurs ils n'ont pas accédé au pouvoir pour l'instant donc c'est un petit peu différent. Et en fait, pourquoi néo-réformisme? C'est pour dire que ces réformistes, comme était le réformisme du Parti communiste français par exemple tout au long du XXe siècle, mais c'est néo, enfin ce terme-là veut dire surtout que c'est sans base ouvrière. Sans conception ouvrière, c'est-à-dire que c'est pas accolé à des syndicats, etc. Donc ça change quand même le caractère. C'est un réformisme plutôt classe moyenne, petite bourgeoisie, etc. Quoi. Je veux dire, c'est pas le même type de réformisme. Et en fait, c'est très important de voir ça parce que ces forces politiques-là, en tout cas celles qui ont pu participer au pouvoir, elles ont joué un rôle de contention et de cooptation de la lutte des classes extrêmement important. Et de ce point de vue-là, je voudrais juste développer un petit peu sur Syriza. Donc qui est un parti qui vient d'une coalition mais qui s'est créé véritablement en 2013. Je ne sais pas si tout le monde a suivi ça parce que c'était quand même bon, il y a 5 ans, donc peut-être pour les plus jeunes c'est peut-être un petit peu brumeux encore, mais en Grèce on avait toute une séquence de contestation face au plan d'austérité de la Troïka qui cherchait à appliquer voilà, une cure d'austérité extrêmement dure face à la crise économique qu'il y avait en Grèce. Et en fait on a vu un phénomène de contestation sociale très important. Y compris avec plusieurs journées de grève générale. Bon, finalement, quand on regarde aujourd'hui, on se dit bon, bah c'était rien parce qu'aujourd'hui on a des phénomènes très très profonds, mais c'était quand même plusieurs journées de grève générale, enfin, des choses en Europe qui ne se passaient pas beaucoup. Et en fait, en 2015, Syriza a gagné les élections, donc Tsipras, qui était le leader du parti, est arrivé au pouvoir.
avec un programme qui se voulait tout un programme un peu radical. Bon, j'aurais pas le temps d'entrer dans le détail des mesures, mais il y avait des questions d'augmentation de salaire, un certain nombre de choses, qu'ils allaient rompre avec l'austérité, etc. Et en fait, il a fallu quelques semaines pour que, voilà, face à l'affrontement, face aux capitalistes européens, ils deviennent les meilleurs applicateurs des plans de la Troïka. Et en fait, ils ont réussi à faire passer les plans d'austérité et les privatisations que même la droite n'avait pas réussi à faire passer. Pour donner quelques éléments un petit peu partiels, par exemple, on a eu un saccage des retraites, rien à voir avec ce qui se passe en France, hein, je veux dire, là, vraiment la retraite c'est comme si c'était pas la sécurité sociale, enfin voilà. On a eu des hausses d'impôts qui étaient très importantes, parmi une TVA qui est à 24%, qui a gagné encore un point en Grèce. Et après, on a eu toute une série de privatisations. Juste pour voir quand même, parce que c'est quand même assez radical, on peut dire. Et on a eu la privatisation des ports, des aéroports, du chemin de fer, de la poste, mais aussi par exemple de tous les sites archéologiques, d'un certain nombre de sites archéologiques, 538 en tout, en Grèce, donc, voilà, qui fait partie du patrimoine public et qui maintenant voilà, servent à des capitaux privés. Bon, le stade olympique, etc. Et en fait, juste pour dire, tout ça, ça a été vendu à 13 milliards d'euros. Donc on peut dire à la fois c'est beaucoup, c'est énormément d'argent, et en même temps c'est rien du tout pour tout ce qu'ils ont vendu. C'est-à-dire qu'on a bradé le pays à un certain nombre de capitalistes étrangers, enfin, Syriza a bradé le pays à un certain nombre de capitalistes étrangers qui sont venus faire leur marché, en fait, en profitant voilà, de la détresse du peuple grec, quoi. Donc c'est-à-dire qu'on a été très loin quand même de ce qui avait été annoncé. On peut même dire que ça a joué un rôle fondamental parce que on n'a pas eu de reprise de la lutte après la déception de Syriza. On a eu voilà, plutôt une passivité des masses qui se continue jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ont permis concrètement d'arriver à stabiliser le capitalisme en Grèce. Et en fait, cette expérience-là est très importante, notamment quand on pense aujourd'hui à la politique qu'est en train de mener Podemos dans l'État espagnol. Parce que Podemos, c'est un parti, moins maintenant évidemment, hein, je veux dire, il considère qu'il y a une trahison de Tsipras, mais qui se revendique entièrement du projet, je veux dire, de ces nouveaux partis de gauche, réformistes, dont faisait partie Syriza, quoi. Je veux dire, Pablo Iglesias et Tsipras, c'était des gens qui s'affichaient beaucoup ensemble. Et ça devient un petit peu concret, puisque, comme je ne sais pas si tout le monde le sait, mais Podemos, dans l'État espagnol, va co-diriger un gouvernement avec le Parti socialiste espagnol. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Je veux dire, parce qu'ils ont tout un programme social, y compris, il y a un certain nombre, je pense, de marge de manœuvre pour faire des mesures qui sont des mesures sociales, y compris beaucoup moins ambitieuses que ce que promettait Tsipras. Hein, je veux dire, c'est plutôt des renforcement des aides sociales, etc. Mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand même gérer un pays impérialiste, avec tout ce que ça signifie par exemple en termes de gestion des frontières, des migrants, enfin voilà, on connaît quand même ce qui se passe entre le Maroc et l'Espagne, par exemple, avec Frontex, etc. Ça veut dire réprimer les mobilisations qui sont à venir, y compris les mobilisations qui sont déjà en Catalogne pour l'indépendance de la Catalogne. Ça veut dire être d'accord avec la monarchie. Je ne sais pas si vous avez vu l'image de Pablo Iglesias, le leader de Podemos, qui serre la main du roi d'Espagne. Et surtout, on imagine bien que si on dit qu'une nouvelle crise économique pourrait venir, ça pourra, dans un futur plus ou moins proche, devenir les meilleurs applicateurs des plans d'austérité. Bon, et moi je dis ça parce que, je ne développe pas sur la situation en France, parce que sur la France insoumise, je pense qu'il y aurait des choses à dire, parce qu'y compris, c'est un parti qui a revendiqué l'expérience de Syriza, en tout cas à ses débuts, l'expérience de Podemos. Mais dans ce contexte, nous, ce qu'on considère, c'est que la question de la construction d'un parti révolutionnaire, c'est la question centrale aujourd'hui pour empêcher que tous ces phénomènes de mobilisation sociale, tous ces phénomènes de lutte des classes, soient cadenassés et finissent par déboucher sur des processus institutionnels qui, voilà, en fait, finissent par finalement appliquer des politiques contraires que ce qu'étaient les revendications d'origine des mouvements. Et moi je pense en fait que de ce point de vue-là, sur la question d'un parti révolutionnaire international, qui est quand même une tâche qui est largement devant nous, parce que l'ensemble des militants révolutionnaires internationaux est comme, je veux dire, assez petit, quoi, ça représente quelques dizaines de milliers de personnes. Ça me semble intéressant d'essayer de commencer à aborder quelques débats qu'il peut y avoir au sein du courant du marxisme révolutionnaire international, y compris parce que c'est vrai que dans les NPA jeunes, bon, je pense que les différents camarades ont pu voir qu'il y avait des accords qui pouvaient exister, qui parfois peuvent paraître minimes, mais je crois que nous, en tant que révolutionnaires, on a souvent cette compréhension de dire que ces débats qui peuvent paraître minimes,
dans des situations de lutte de classe extrêmement importantes, dans des situations de prise du pouvoir, etc., ça peut devenir des choses qui sont en réalité extrêmement importantes, prennent une place deviennent des désaccords majeurs, quoi. Bon, moi je dis tout ça en précisant que moi je suis membre du courant communiste révolutionnaire au sein du MPA, qui anime le cycle Révolution permanente, et en fait nous on fait partie d'un courant international qui s'appelle la fraction trotskiste, quatrième nationale, qui est présente dans 12 pays avec plusieurs milliers de militants, principalement en Amérique latine. Et bon, on avait fait il y a une camarade qui avait fait un atelier sur le Chili, par exemple, pour décrire l'activité des camarades qui étaient dans le processus de soulèvement au Chili. Mais je veux juste dire que nous, la conception qu'on a, c'est de considérer qu'il faut conserver aujourd'hui les acquis du marxisme révolutionnaire. C'était comme ça qu'on avait pensé à la création de cette organisation internationale, face à l'abandon d'un certain nombre de principes par l'extrême gauche à l'échelle internationale, qui est lié au mouvement de reflux qu'on a connu dans les années 80-90, la restauration capitaliste, l'idée que ça y est, le capitalisme avait gagné, etc. Et moi, je voudrais poser une discussion par rapport à Podemos, par rapport à l'intervention de certains camarades, dont font partie certains camarades du NPA, qui est le secrétariat unifié, qui est une autre grande organisation internationale, y compris qui est, je crois, la plus grosse, l'organisation internationale qui se revendique du trotskisme, et qui anime un groupe. Enfin bon, il y a plusieurs sensibilités, par exemple, il y a plusieurs groupes, mais en tout cas, il y a des camarades qui font partie de ça, la branche officielle de cette organisation, c'est Anticapitalistas en Espagne, et en fait, c'est un projet qui a fait partie de Podemos, jusqu'à là, il y a quelques semaines, puisqu'ils ont annoncé la rupture, à partir du moment où Podemos a choisi de participer à un gouvernement avec le Parti Socialiste Espagnol, ce qui est quand même, je crois, une question de principe pour les révolutionnaires, de dire que voilà, on se délimite de ce type de démarche. Mais moi, je voudrais un peu discuter cette question parce que il y a eu une vidéo de Pablo Iglesias et de Teresa Rodriguez, pardon, difficile de passer d'accent en accent, et que je vous invite à regarder par ailleurs, qui est une vidéo de rupture où ils annoncent que voilà, leurs chemins vont se séparer. Et en fait, c'est une vidéo qui est extrêmement, bon, c'est en espagnol pour les camarades étudiants, mais ça dure 2-3 minutes, hein, c'est pas très compliqué à comprendre, je crois, il y a des sous-titres et tout. Et en fait, elle était secrétaire générale de Podemos Andalousie, membre de Anticapitalistas, donc elle annonce pourquoi Anticapitalistas choisit de rompre avec Podemos. Et en fait, moi j'étais assez surpris par la manière dont cette rupture se fait, parce qu'à la fois c'est une bonne chose de rompre, mais c'est une rupture qui est, on va dire, très amicale, ou en tout cas, vous savez, c'est une rupture plutôt de camaraderie. Où Teresa Rodriguez dit par exemple, on espère qu'on est en train de se tromper. On pense que voilà, c'est une mauvaise démarche de participer à ça au gouvernement, on espère se tromper. Et il y a Pablo Iglesias qui termine la vidéo et qui dit dans la politique et dans la vie, des fois les chemins se séparent. Il dit merci Teresa, et il dit merci à la camarade d'Anticapitalistas. Merci à tes camarades pour votre loyauté. C'est moi qui ai traduit, hein, mais merci de nous aider à faire ça avec maturité. Cet adieu est un au revoir. Depuis des espaces différents, nos chemins continueront de se croiser en défendant la justice sociale, bonne chance, etc. Et en fait, je pense que ça pose une discussion parce que il y avait Rosa Luxembourg qui disait quelque chose, qui disait que quand un militant, même un militant socialiste, révolutionnaire, se mettait à participer à un État capitaliste comme ministre, en fait, il ne changeait pas le caractère de cet État. Il devenait un ministre bourgeois, et par ailleurs un ministre bourgeois dans un pays impérialiste, c'est-à-dire un ministre qui défend les intérêts de la bourgeoisie impérialiste dans l'État espagnol. Et de ce point de vue, on ne peut pas considérer, parce que les camarades considèrent qu'il y a une différence de stratégie, c'est vrai, mais je crois que surtout il y a un problème de principe de considérer que ce n'est plus des camarades, les gens qui participent à Podemos, puisque c'est des gens qui ouvertement participent à un gouvernement qui n'est même pas un gouvernement de collaboration de classe, mais un gouvernement au service de la bourgeoisie espagnole. Et y compris, je précise ça parce que je pense qu'il y avait des signes annonciateurs de cette forme d'adaptation, parce que moi je considère comme une adaptation au phénomène réformiste, qui était notamment en novembre 2015, où il y avait à Saragosse, en Espagne, un militaire haut gradé et ancien chef de l'état-major de la défense qui s'appelait José Julio Rodríguez, qui en fait participait à la liste de Podemos à Saragosse. Et en fait, Teresa Rodriguez, donc la même qui parle dans la vidéo, considérait que c'était pas un problème qu'un militaire qui a défendu l'impérialisme espagnol participe à la liste, puisque ça se justifie au nom de la pluralité qui pouvait exister au sein de Podemos, quoi. Voilà.
Et moi, je pense que ces trucs-là sont relativement importants parce que, notamment, il y avait une discussion qui existait pas mal à l'époque de Syriza, parce qu'il y avait des camarades aussi qui avaient fait à l'époque le choix de participer au phénomène Syriza, ou de Podemos, et je crois que c'était un peu la même discussion, qui était de dire finalement, nous, on est là, on soutient de manière critique, et le jour où le gouvernement, s'il arrive à trahir, c'est nous qui allons récupérer les fruits, quoi. Et en fait, c'est pas du tout ce qui se passe dans la réalité. C'est-à-dire que même, on voit bien qu'il n'y a pas de retour des mobilisations, l'expérience Syriza l'a montré clairement, parce que le problème, c'est d'avoir alimenté les illusions sur le fait que ce type de parti pourrait constituer une alternative, pourrait constituer une solution en fait à l'ensemble de la crise capitaliste à l'échelle internationale et un débouché pour tous les mouvements sociaux qu'on peut voir. Et je crois que il faut tirer le bilan de ça. Et pour avancer, et parce que, à mon avis, c'est une question qui, dans le processus historique dans lequel on est en train d'entrer, où il y a de plus en plus de mobilisation, c'est une question qui va être de plus en plus sur la table, et qui va être sur la table aussi, bien sûr, on imagine en France, avec l'élection présidentielle qui arrive en 2022. Donc voilà, et je crois que notre enjeu à nous, c'est de savoir comment on peut construire des groupes qui aient une délimitation de stratégie claire, qui montrent que le néo-réformisme ne pourra pas être une solution, mais qui se dote aussi d'une véritable capacité d'intervention dans la lutte des classes pour pouvoir peser, sans laquelle c'est même impossible de capitaliser sur les trahisons, les renoncements, capitulations des réformistes. Voilà, c'était un peu tout ce que je voulais dire.